donc elle est la fille d'une femme qui est mariée à un homme polyamoureux et enfin polyamoureux, comment on dit? Polygame, voilà. Ouais. Les polyamoureux tous seuls. Le polyamour, c'est ça. La polygamie des woke, finalement. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Alex Martino et j'ai avec moi une équipe de choc. Louise Petrouchka, Camille Laurette, Janine Durand, bravo. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison. Déjà la saison. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec des petits épisodes de l'été qui seront plus courts, mais qui seront existants. Donc vous pourrez quand même. Et les 5e quarts d'heure continuent. Bien sûr. Oui. Les 5e quarts d'heure continuent. On prend simplement 2 petites semaines de vax en fin d'été. Donc voilà, vous pourrez quand même nous retrouver un petit peu cet été, mais c'est le dernier épisode en entier de la saison. Et voilà. Et toutes les 4. Et donc 4 quarts d'heure, c'est quoi le principe? Si vous venez d'arriver, alors, on raconte des ups et des downs qui nous sont arrivés pendant la semaine. Donc on commence toujours par un down pour finir sur un up. J'ai failli dire l'inverse. Sauf cette semaine où on s'est dit c'est le dernier épisode de la saison, tout le monde aura envie de partir en vax de manière zinzin, et donc on va faire que des ups. Voilà, parce qu'on est trop contente. Parce que c'est notre podcast, on fait bien ce qu'on veut finalement. Exactement. Alors, qui a un petit up pour mettre l'ambiance avant tous les ups qui vont remettre l'ambiance? C'est beau. Tout le monde me regarde. Et moi, si vous voulez. Allez. Alors déjà, j'ai un mini up. L'autre fois, je vous racontais que moi, je suis toujours à 2 doigts de tomber dans une secte. Mais là, j'ai échappé à une arnaque. Oh là là. Mais c'est vraiment mini up parce que je peux pas vous en parler un quart d'heure. Ça a été un événement furtif de ma vie cette semaine. Mais quelqu'un a tapé chez moi tôt le matin. Déjà. Tôt, quelle heure? Fin de l'anecdote. 11h30. Je crois que ça m'a sorti de mon lit et j'ai dû mettre ma robe de chambre et tout. En tout cas, déjà, j'étais pas content. J'étais pas content parce que moi, je travaille le soir. Déjà, j'en ai marre que rien ne soit fait pour les gens qui travaillent le soir. Pardon, c'est moi qui appuie sur ton fil. Excusez-moi, je fais du 41,5. Et donc, je suis là, mais j'ai pas bu mon café encore. Qui tape à ma porte? Je vais ouvrir comme ça avec cette gueule-là. On est sur YouTube maintenant, si vous voulez voir ma gueule. Et là, un monsieur avec une petite tablette là avec de la paperasse dessus me dit bonjour, c'est pour la désinsectisation. Oh non, c'est les cambrioleurs en repérage. Vous avez déjà eu ça? Non, mais on en a beaucoup entendu parler. Ouais. C'est un vrai truc donc, parce que bon, moi déjà j'étais vraiment de très mauvaise humeur, donc même si c'était un vrai dératiseur, il s'est fait recevoir. Non, moi j'ai dit quoi? Vous êtes qui? Il me dit c'est la désinsectisation, c'est l'immeuble qui m'envoie. J'ai dit mais moi j'ai eu aucune information, donc non. Et voilà, et j'ai fermé la porte, tu vois. Ah mais t'as bien fait parce que moi j'aurais dit oui. Hein. Moi aussi de Non, ouf. alors vraiment très important, les immeubles vous disent, enfin les syndics ils vous disent quand il y a des trucs comme ça. Ouais. Je partais du principe que j'aurais dû être au courant. Et après je suis allée googler arnaque à la désinsectisation et c'était peut-être pas une arnaque. En plus, il était pas très bien déguisé le mien. Enfin d'habitude ils mettent la tenue au moins pour avoir l'air crédible et tout. Ouais, il me dit je fais un petit tour chez vous. Je dis mais non. Pas du tout. Et déjà, il est Palicou. Vous vous rappelez, c'est dans Un Indien dans la ville. Ça fait 2 jours, enfin, ça fait 2 émissions sur peu d'émissions où on parle d'un Indien dans la ville. J'aime trop ce film. Tu l'as revu adulte? Bah, oui, ça a un peu mal vieilli. Aïe, oui. Aïe, on bat les enfants dans Un Indien dans la ville et c'est des scènes comiques. C'est un peu raciste à tous les niveaux. Oui, sans parler de ça. Voilà, donc j'ai échappé à un faux désinsectisateur. Ça, c'est une première victoire de ma semaine. Bravo. Ça, c'est bien. Et entre ça et les Albanais, les Albanais. Léa. Vraiment, je réchappe de peu à chaque fois, quoi. Mais je suis toujours là. Heureusement. Et en plus, peut-être, j'aurais dû le laisser rentrer parce que cette semaine, j'ai aussi découvert
que quelque chose avait pondu dans mon tapis de yoga. Ah Ouais, horrible. En fait, mon tapis de yoga, il était roulé dans un coin. Puis là, j'étais partie à Montréal et tout. Enfin, je l'avais pas déplié depuis longtemps. Et je vois poser sur lui quoi un petit verre, mais pas mobile, pas un verre qui grouille, tu vois, plus une coque, ouais. Et une coque un peu séchée, tu vois. Oh, je vais gerber. Ah, je te jure. Et c'était le matin et j'ouvre et je commence. Enfin, je sais que dans le tapis, there's more, tu vois. J'ai carrément pensé à déménager et tout. Parce que je déteste les petites bestioles. Ça, je crois que c'est. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'en ai déjà vu. Ouais, souvent, c'est des mythes qui font des petites coques comme ça, mais. Oui. Ça vole. T'as des petits trucs qui volettent. Non. Là, c'était vraiment ces petites coques séchées, là. Et puis, il y avait une araignée écrasée pas loin. Je me dis, c'est peut-être une araignée qui a pondu là. Je ne sais pas. Et donc, et en plus. Dans tous les cas, ce n'est pas très ragoûtant. Mon premier réflexe aurait été de jeter le tapis, franchement. Sauf que je peux pas. Je l'ai personnalisé sur Internet. Il m'a coûté 50 € alors qu'il est de piètre qualité. Juste, il y a un beau dégradé de pastel et j'ai écrit dessus I miss drugs. Mais du coup, je peux pas le jeter, quoi. C'est un modèle unique. Impossible à acheter. Donc, je l'ai déroulé comme ça par ma fenêtre et en essuyant les petits. Il y en avait pas des milliers, quoi. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Et après, j'ai passé la lingette et tout, quoi. Mais voilà. Et dans mon précédent appartement, rappelez-vous, j'avais eu des mythes alimentaires dans mes placards, fait qu'il y avait pour le coup des verres qui rampaient vraiment sur mon plafond. Donc pour aller de ma chambre à ma salle de bain, c'était Fort Boyard, en fait. Enfin, c'est fou qu'on dise que le Moyen-Âge était une époque crado. Alors que vraiment, on est vraiment des crados. Alors qu'on est en plein dedans, quoi. Voilà, la différence, qu'on jette plus notre caca dans la rue, quoi. Voilà, ouais, mais le Moyen-Âge, en fait, ils étaient moins crades que ce qu'on pensait. Mais bon, je vais pas épiloguer car j'en sais pas assez, mais. Non, mais tu sais que moi, dans ma maison à l'île Maurice, qui est un peu laissée à l'abandon depuis des années, il y a un matelas sur lequel j'ai dormi avec mon père il y a quelques années. Et genre, je dors sur ce matelas et j'entends un petit bruit. Et je pense que ça vient de sous le matelas. Donc, je regarde et en fait, il y avait un trou dans le matelas. Et en fait, c'était un nid de cancrelat. Oh, voilà. Putain, je vais me flinguer. Ouais. Et ça, quand tu sais qu'en fait, pendant 3 jours. Ça me met. Pendant 3 jours, je sais que j'ai dormi au-dessus d'un nid grouillant de fucking cancrelat de merde. C'est horrible. Ça m'était arrivé aussi en Ardèche de retrouver un pull que j'avais abandonné dans un coin de ma chambre et je le prends pour, je sais pas, le replier ou le foutre au sale et là je vois une coque de terre. Comme font les guêpes un peu, tu vois, leurs nids, les guêpes maçonniques là, franc-maçonniques. Mais là, c'était pas des guêpes, c'était des centaines de petites araignées qui étaient sorties de ce truc-là. On dirait que vous habitez en Australie, genre. Non mais un cauchemar, je te jure. Bref, j'allais pas du tout vous parler de ça. J'allais vous recommander un documentaire sur Netflix où il y a des crimes parce que ça reste quand même ma petite signature. Donc avant de vous laisser partir en vacances, je vous recommande une criminelle qui s'appelle Ruby Frank. Avez-vous entendu parler de Ruby Frank? Putain, mais tous les gens dont tu nous parles, on n'a jamais entendu parler, c'est fou. Mais parce qu'elle est pointue. On n'est pas connus, on connaît pas bien en fait. Hein. Non. Bah là, c'est une grande youtubeuse américaine, donc je sais pas à quel point elle a eu du succès en France, mais donc très très connue. Je pense qu'elle a commencé il y a plus d'une dizaine d'années sur YouTube et c'était l'époque où les gens faisaient des vlogs famille. C'est avec ses enfants. Eh ben, oui. Ça y est, je l'ai. C'était le tout début de ça. Bien ton micro là. Parce que ça là, fait ça risque de faire des prendre le son. Et donc Ruby Franky, je sais plus trop comment ça se prononce son nom, appelons-la Ruby Franky parce que c'est plus drôle. Et la suite n'est pas drôle, attention. Mais le documentaire est super, c'est pour ça que je vous en parle. C'est en 3 épisodes, vous connaissez mon aversion pour Netflix qui nous découpe tout en 1000 épisodes alors qu'il pourrait raconter vite fait. Mais en fait là, c'est bien que ça soit découpé parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à encaisser. Donc premier épisode, on te présente cette dame qui fait des vlogs donc avec ses enfants. Et son mari, en fait, le documentaire te raconte que ils ont eu accès, du coup, à 1000 heures de rush de ce qu'elle filmait sur YouTube. Bah ouais. Et pour faire des vidéos YouTube, je peux vous dire que c'est jamais beau à voir des rushs de YouTube de quelqu'un qui dit « Bonjour à tous !» Je recommence. « Bonjour à tous !»
C'est vraiment cringeau. C'est fou, oui. Mais en plus, là, on est sur une mère de famille qui pète un câble, en fait. Donc, la descente aux enfers est documentée par elle-même. C'est 2025. Les gens filment leur propre fête entrer l'accusé. C'est incroyable, quoi. Il n'y a plus besoin de tant de prod. Vraiment. C'est pour ça que les budgets de la culture sont tous coupés. Quelle époque. On est des petits auto-entrepreneurs de notre propre fait divers, quoi, finalement. Il y a aussi ce documentaire sur Gabi Petito, qui est sur Netflix, autre youtubeuse, je vous en avais pas parlé, je crois, mais je vous le conseille vite fait au passage. Qui part en voyage avec son mec et c'est terrible, tu vois le mec super cringé par le fait de faire du YouTube et puis un jour elle disparaît et on retrouve le mec tout seul dans le van. Que s'est-il passé? Je vous laisse deviner et regardez ce documentaire. C'est très terrible. Et donc là, Ruby, faut s'encaisser les faits qui suivent, hein, quand même, puisqu'elle finira par être inculpée de 6 chefs d'accusation, dont de la maltraitance d'enfants. Ça parle aussi de secte, ça parle d'emprise, parce qu'en fait, à un moment donné de sa vie, alors déjà, ils sont ultra croyants de base, de je sais plus trop quelle église, probablement évangélique, mais un truc un peu raide, quoi. Et en fait, ça commence à dévier quand elle rencontre une meuf qui donne des conseils. Méfiez-vous des gens qui donnent des conseils. Une meuf qui est dans la même mouvance religieuse qu'elle, ou encore une un peu plus dure, quoi, et qui donne des conseils sur comment élever les enfants. Et puis elle devient super fusionnelle avec cette meuf-là. Il y a une très longue interview de son ex-mari, donc du père des enfants dans le documentaire, et de 2 des enfants aussi qui ont grandi. Les interviews qui sont très bien faites et tout. Où à un moment donné, le père dit cette femme, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf qu'elle rencontre et qui fait un peu basculer leur vie, il dit cette meuf s'est incrustée dans nos vies et elle nous a tout pris. Non, je sais plus comment il dit. Ça, c'est un peu comique parce que je crois qu'il dit elle a fourré ses doigts partout. Et à ce moment-là, tu vois Ruby Franky en train de faire du jet ski avec cette meuf et je suis là, surtout dans ta femme, je pense. Mais anyway, ça, ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Et donc, je peux pas trop en dire. Comme d'habitude, je vous pitch un truc, putain. Mais regardez ce documentaire si vous aimez les histoires qui tournent mal. Moi, c'est vraiment. Mais ils sont rapides Netflix parce que cette histoire-là et Gabi Petito, c'est très récent. Ah ouais. Ruby Franky, là, je crois que c'était l'année dernière, et Gabi Petito, ça doit faire 2 ans, parce que pendant longtemps, le gars, parce qu'il a fini par avouer, non, le mec de. Ouais, je pense qu'il a fini soit par avouer, soit par être condamné, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment des trucs super récents, donc je me dis, putain, ça questionne quand même, tu vois, la morale de Netflix de t'attends même pas que les gens aient le temps un peu de sur les familles. Non, mais c'est que bientôt, tout, ils lancent leur chaîne d'actu, en fait, c'est pour ça. C'est vrai? Non, c'est faux. C'est une blague. Parce que j'ai vu qu'il lançait un truc. Naïve. Non, parce que tu sais, il lance un truc, j'ai pas compris ce que c'était, c'est Tout Doom, là. Ah, je sais pas. Vous avez non, pas j'ai vu? pas vu. J'ai l'impression que c'est un espèce d'énorme truc de télé-réalité en live. Enfin, j'ai pas tout compris, je me suis dit c'est peut-être ça. Oh là là. Tout Doom. Donc voilà, Ruby Franky, mots-clés, secte, exorcisme d'enfants. Yes. Ouais. Non, mais c'est assez terrible, hein. C'est pour ça que c'est bien qu'ils prennent le temps de vous raconter. Et du coup, t'as encore accès aux vidéos que faisait cette meuf sur Internet ou elle a tout supprimé? Je sais pas si sa chaîne YouTube, ils l'ont laissée ou si elle est down. À mon avis, elle est down quand même. Possiblement quand même. J'espère quand même. Rien que pour ses enfants, en fait. Ouais. Et ouais, c'est terrible. Tu vois comment au début tout le monde est un peu content de faire partie de cette chaîne YouTube. C'est sympa, c'est bon enfant, tu vois. Et ce qui est frappant, c'est que elle passe pour la mère américaine parfaite, quoi. Donc c'est un modèle pour tous les gens qui la suivent. Et puis petit à petit, tu vois que son mari, il est plus trop dans le d'elle, il en a marre de faire des face-cam, et puis les enfants, ils en ont marre aussi, ils veulent plus participer, elle pète des câbles sur eux, et puis bref, de fil en aiguille, vraiment ces choses qui se passent ensuite. En plus, comme d'habitude dans les documentaires que j'aime bien, on a des images qu'on ne devrait pas avoir, tu vois, comme les Américains, ils filment souvent devant leur porte, là. Donc tu as l'archive du gamin qui a réussi à s'échapper et qui alerte un voisin. Je crois que le documentaire s'ouvre là-dessus, Donc on est vraiment inside the darkness. Pour moi, c'est un plomb d'angoisse. Mais j'ai kiffé. C'est intéressant parce que je crois que c'est un gros sujet de manière générale, les chaînes YouTube familiales. Je crois que ça a été pas mal encadré en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de familles hyper connues qui sont suivies par des millions de gens. Et ça commence par un couple et ils commencent à avoir leur premier enfant.
Et après, il y a toute la vie du premier enfant sur Internet. Et quand les enfants commencent à être ados, ils commencent à dire, mais en fait, non. J'avais pas donné mon consentement. Ouais, c'est ça. J'avais pas dit oui pour ça, etc. Et je sais qu'il y a pas mal de... en tout cas, je crois qu'il y a quand même pas mal de témoignages d'enfants un peu stars comme ça, qu'on dit en fait... c'était pas ouf. Et je crois qu'en France, il y avait... je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une chaîne YouTube de 2 petits qui étaient faites par leur mère. Je sais plus comment ils s'appelaient. Enfin, c'est vraiment 2 petits garçons et ils unboxaient des jouets et tout. Enfin, tu sais, genre il y avait vraiment tout un truc de ils recevaient des cadeaux et du coup leur mère elle filmait tout, etc. Et je crois que ça c'est assez. Enfin, ça c'est pas aussi mal fini, mais ça s'est fini en mode. Ils étaient en mode on a marre en fait. Notre mère elle nous exploite un peu quoi. Et je crois qu'il y a eu aussi un témoignage. Alors c'est un peu différent, mais d'une meuf qui a fait pas mal de trucs chez Disney. Qui s'est vachement fait exploiter par sa daronne en fait, qui était en mode mon enfant va être une star et je crois que le livre s'appelle I'm Glad My Mom Died parce qu'en fait elle m'a exploitasse pendant toutes ces années. Ah mais c'est ça que ça raconte. Je crois que c'est ça. Le bouquin jaune avec oui de cette ah oui méga best-seller. Oui. Mais attends, j'ai peur de dire n'importe quoi. La fille de Ruby Franky qui témoigne dans le documentaire, en tout cas, on apprend ensuite que maintenant elle milite contre les vlogs familiaux, quoi. Ruby Franky non, la fille, une de ses filles. Et oui, sachant aussi que vraiment un gros pourcentage du contenu pédocriminel est chopé sur des contenus qui sont mis de bonne volonté. En plus, là, j'ai vu qu'avec l'IA, j'ai vu ça ce matin. Moi aussi, sur Brut, là, horrible. C'est l'horreur. Qu'avec l'IA, les pédocriminels peuvent fabriquer des images et tout. Ouais, c'est l'enfer. Ah bah c'était sûr que ça allait. Terriblos. Bah ouais. Ah les humains. Ouais. Une belle espèce humaine. C'est clair. Ouais. C'est top. C'est clair. Ah bah elle est bien positive cette émission. Hein. Bah c'est top. Ah je vous ai dit, hein, c'est l'été. Allez, merci beaucoup Camille pour ce super up qui nous a mis de bonne humeur et qui veut enchaîner avec un beau up. Alors moi c'est une reco avec aussi une histoire pas ouf, donc peut-être je passe en 3. Eh bien moi je peux raconter un super up. Okay. En fait récemment, enfin même pas récemment, mais j'avais envie de m'investir un peu plus dans l'associatif et j'ai en fait c'est un truc que j'ai jamais fait, enfin bon, voilà quoi. Et j'ai été contactée par l'asso Entourage qui m'a invité à faire une maraude avec eux. Et c'est une asso... attends, je vais lire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et c'est une asso qui lutte contre la précarité et l'exclusion en engageant les citoyens, inclus comme exclus, à travers 3 programmes, local, pro et sport. Et donc, c'est vraiment... c'était hyper bien parce qu'ils m'ont invité, je pouvais pas la première fois, et la seconde fois, j'y suis allée, je pensais que j'allais faire une maraude. En fait, c'était un truc de sensibilisation des influenceurs entre guillemets parce qu'on n'était pas tous influenceurs mais il y avait des humoristes, enfin voilà, on était plusieurs à tester pour la première fois une maraude et tout et donc ça a commencé par un peu de sensibilisation et donc j'ai appris plein de trucs notamment sur voilà les personnes sans abri, les chiffres tu vois, les personnes SDF qui sont pas pareilles que les personnes sans abri, enfin les différences, la proportion de femmes aussi qu'il y a dans la rue qui est quand même de 40%, la proportion aussi de gens qui font la manche qui est de 14%, c'est vraiment que dalle par rapport à tous les gens qui sont en situation de grande précarité. Et surtout, il nous expliquait que ces gens-là, dans des études qui ont été faites et tout, ils demandaient, enfin les premières, ce qu'ils demandaient en premier dans les nécessités, c'était pas un logement ou à manger, mais c'était de la discussion. Et que c'était ce qui leur manquait le plus parce que souvent c'est des personnes très isolées. Je crois, alors je veux pas dire de bêtises, mais ils me corrigeront si j'en dis. Il me semble qu'il y a 11 millions de Français qui ont moins de 4 conversations par an. Ouais, le chiffre, il est assez terrifiant énorme. Chaque année. On est combien déjà de Français ? 70 millions, un truc comme ça. Donc c'est quand même beaucoup. 1 sur 7, quoi. C'est énorme, mais une conversation, c'est pas bonjour à la boulangère, mais c'est genre, il y a un sujet un peu, genre parler de la météo, c'est une conversation, quoi. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui vivent dans la pauvreté sociale, tu vois. Notamment, il y a plein de vieux aussi qui sont assez isolés et tout ça. Donc, c'était très intéressant d'être sensibilisé à ce truc-là. Et donc, après, on est parti en maraude.
Et donc les maraudes avec eux, c'est vraiment tu vas dans la rue et tu vois si les gens qui sont dans la rue ont envie de discuter avec toi. Et voilà, enfin tu vas leur parler de l'asso, tu dis bonjour, est-ce que vous connaissez Entourage? Et en fait ils ont une appli que vous pouvez télécharger, n'importe qui peut la télécharger et qui crée en fait des événements autour de chez toi. Par exemple, ils organisent beaucoup des pétanques, des karaokés et tout pour en fait regrouper les gens inclus ou exclus, tu vois, de socialement pour recréer des groupes, tu vois, et du lien social et tout. Et en fait, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, enfin, qui m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai que en plus des personnes sans abri, on en voit tous les jours à Paris et que enfin c'est terrible, mais les gens on veulent pas donner d'argent, donc ignorent un peu le regard, les choses comme ça, et ça fait sentir la personne, enfin c'est terrible quoi comme sentiment, et l'ignorance. Et donc là c'était l'idée de d'aller parler à des gens, et je me suis rendu compte que en fait ma timidité ressortait à ce moment-là, parce que faut aller engager la conversation avec quelqu'un qui te l'a pas demandé et que tu connais pas. Et moi je suis là, mais qu'est-ce que je dis? Et donc j'ai paniqué. On était avec deux membres aux toilettes pour réviser tes sujets. C'est ça. J'étais aux toilettes pour réviser mes petits sujets. Non mais et du coup j'étais avec deux membres de l'asso et un humoriste qui s'appelle Jordan, et du coup on était tous les quatre, et on n'allait pas à 4 à chaque fois, tu vois, on allait plutôt par groupe de 2 et tout. Et donc au début, moi je panique et tout, je dis je sais pas quoi dire. Donc Jordan y va avec un membre de l'asso, une membre de l'asso. Et moi je suis allée voir une dame qui était pas à la rue, mais qui attendait, c'était terrible, les poubelles du Aldi pour en fait trouver la nourriture parce que ils jettent plein de trucs qui sont encore bons, des boîtes de conserve ou des choses comme ça. Et donc on a grave parlé avec elle, elle a été trop sympa, je sais pas, en fait on enclenche un petit peu sur l'asso, mais elle nous dit mais moi je suis pas à la rue et tout machin, et donc elle nous apprend qu'elle a 70 ans, enfin voilà, on parle de plein de trucs. Tout de suite elle m'a dit que j'étais comme sa fille. J'étais là super, trop bien. Après je me suis fait chier dessus par un oiseau en direct de la conversation, et j'étais là super. Et elle m'a dit t'inquiète, ça porte chance, enfin voilà. Et franchement c'était trop sympa, et trop intéressant aussi, et je sais pas, j'ai envie de m'engager un peu plus en ce moment. Enfin voilà, c'est terrible de se sentir parfois impuissante face à l'actu, face à la précarité qui augmente énormément, enfin voilà, donc et parfois moi je me dis, à chaque fois que je vais voir ma psy, je suis là, j'ai vraiment des petits problèmes de privilégiés quoi. Et elle me dit oui mais vous êtes là pour en parler. Je suis là oui mais j'aimerais bien quand même me sentir moins inutile, et ce truc de discussion, de conversation, c'est déjà un truc qu'on fait ici, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent que 4 quarts d'heure les a aidés dans des mauvaises passes, etc., et que ça arrive assez souvent, tu vois, qu'on reçoive ce genre de messages. Et je me suis dit franchement c'est vrai que j'ai pas énormément de talent dans la vie, mais discuter c'est à peu près faire quoi. C'est à peu près. Et donc voilà, et je me suis dit franchement pour une asso dont le but c'est la discussion et la remise de liens, je me dis faudrait un podcast, tu vois, pour cette asso. Donc voilà, je sais pas, je réfléchis, et ça serait trop bien, franchement, enregistrer les conversations, tu vois, même sur des petits bouts de trucs quoi. C'est cool. Ça, et je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais je leur ai soumis l'idée, il me semblait pas désintéressé, donc je sais pas où ça va aller, mais c'est une super bonne idée. Mais je me suis dit moi je sais faire ça, produire des podcasts, je sais faire à peu près. Donc voilà, c'est une super asso, super initiative. Franchement, télécharger l'appli, parce que n'importe qui peut y aller, ça va te faire rencontrer plein de gens avec des histoires différentes. Voilà, on parle souvent des applis où on rencontrerait des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie. Là c'est un peu pareil aussi, c'est je sais pas, je trouve que c'est très sympa comme concept, et une asso qui au début, moi, j'étais un peu pas sceptique, mais je me disais c'est cool, mais peut-être j'ai demandé, tu vois, est-ce que j'amène des trucs, tu vois, elle dit non, nous on distribue rien, c'est vraiment juste on va parler aux gens qui ont envie de parler quoi.
Donc, c'est bien parce que ça donne aussi un peu d'espoir en mode quand parfois t'es accablé par la somme des problèmes du monde et que t'es là, je ne peux rien faire pour résoudre le conflit israélo-palestinien, par exemple. Et ça montre aussi que ce que tu peux faire toi à ta petite échelle, ne serait-ce qu'en one-to-one, une conversation, en fait, c'est très important, ça fait la différence. Exactement, ouais. Et... Ça me fait penser, moi j'avais regardé il y a pas longtemps une journaliste qui s'appelle OK Charlotte sur YouTube, qui s'est lancée en parallèle d'être pigiste, etc. Sur YouTube, elle fait des reportages et elle a fait un reportage notamment sur toutes les personnes sans abri qui vivent à Charles de Gaulle, ou en tout cas qui passent un certain temps quand c'est l'hiver et qu'il fait vraiment un temps horrible et tout. En fait, à Charles de Gaulle, une fois qu'il y a plus de vol, il y a plein de gens qui vivent dans cet endroit et du coup elle chasser le matin. Et en fait, elle y est allée justement pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, tu te rends compte de tous les profils hyper différents qui existent. Et en fait, tu vois, genre, c'est pas du tout le cliché qu'on pense quand on pense SDF. Enfin, tu sais, genre, il y a forcément des clichés qui te viennent à l'esprit. En fait, là, tu vois le nombre de personnes, l'âge des personnes, leur parcours de vie, tout est différent. Et surtout, il y a vraiment un truc qui te ramène à, en vrai, ça arrive à tout le monde. Et ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, de recréer du lien et de la solidarité, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen du coup, de désacraliser un peu ce truc on sait pas comment parler à ces gens. C'est juste des gens, en fait. C'est juste des gens et t'es pas obligé de parler en plus de trucs dramatiques. Tu vois, tu peux parler de trucs qui se passent dans ta journée et à la personne aussi. Et enfin voilà, t'as une discussion d'humain, tu vois. Et c'est que parfois, je trouve que l'humanité, moi, me manque à plein de moments en ce moment dans ma vie, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce que disait Cédric Clapiche dans 2 mois. Ah, que j'ai détesté. Ah, en plus, mon père, il m'avait dit, regarde, c'est vraiment toi, la meuf. Oh. Une meuf déprimée qui cherche l'amour. Ok, c'est donc comme ça que tu me vois. Moi, j'avoue, j'avais bien aimé parce que j'avais pu aller interviewer Clapiche après le film. Donc, si tu veux, moi, Clapiche, je l'adore. Donc, mais c'est pas le sujet. Mais en tant que personne. Ah oui, en tant que personne, oui. Il est super, tu vois. Et en vrai, moi, j'aime bien ses films aussi. J'ai grandi avec vraiment l'auberge espagnole et les poupées russes et c'était quoi? Bon, bref. Casse-tête chinois, mais c'est sorti bien longtemps. Oui, après. c'est ça. Mais le péril jeune surtout. Ouais, le péril jeune, voilà. Les poupées russes. C'est ce qu'elle vient de dire. C'est ce que j'ai dit, ouais. Ah ouais, Autant on a des problèmes d'attention. Ouais, voilà. Donc du coup, pour repartir sur Clapiche, en gros, dans l'interview que j'avais fait avec lui, il disait que, en fait, on a l'impression qu'on se reconnecte énormément avec les réseaux sociaux, etc., qu'on est tout le temps en contact avec les autres, alors qu'en réalité, on perd un peu de lien en fait avec les gens et de vraies conversations et de vraie écoute aussi. C'est vrai, tu vois, j'ai l'impression que, moi, j'ai eu des tendances à vraiment fermer mes écoutilles dès que j'entendais le moindre mot de travers et tout, et de réapprendre à écouter, c'est aussi, je pense, la base. D'ailleurs, le Moyen-Âge. La base Luhrmann. La base Luhrmann. Parle-nous du Moyen-Âge, Alix. Parle-nous des anciens temps. Au Moyen-Âge, c'est ma mère l'autre jour qui a fait une visite avec une guide spécialiste du Moyen-Âge, d'une abbaye, je crois. Bref, je sais plus exactement. Mais qui me disait que, en fait, au Moyen-Âge, le Moyen-Âge, c'est la Renaissance, c'est le début du capitalisme, et que en gros, c'est les puissants qui ont repris la main sur le savoir, que le Moyen-Âge, en fait, était vraiment... en fait, les gens discutaient énormément. La Sorbonne, ça a été créé par un fils de paysan au Moyen-Âge, tu vois, et qu'en fait, tout le monde discutait énormément, et que les riches, ils se sont dit « Oh, mais attends, ils savent tout, et nous, on sait rien », et donc ils se sont réappropriés. C'est vraiment schématique ce que je dis, hein, mais je sais pas si toutes les informations sont vraies, c'est une guide qui l'a dit à ma mère qui me l'a dit, tu vois, donc vraiment, voilà. Mais, et qu'en fait, l'échange de savoir, etc., tu vois, on est très cloisonné aujourd'hui, rien que, tu vois, tu passais ton bac, t'étais soit S, soit ES, soit L, tu vois, ça... C'était très... c'est dans ta petite truc, et je trouve que rediscuter, voilà, ça c'est mon up, c'est réapprendre à écouter l'autre, je sais pas, ça me passionne en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça. J'adore. Voilà. Donc allez suivre l'entourage sur Insta, et puis télécharger l'appli si ça vous intéresse. Oui. Entourage, ça s'écrit entourage normal. Comme l'entourage. Comme l'entourage. Ok. On se sait.
Ouais, moi aussi, en tant qu'overachiever, je m'étais dit, tiens, si, je faisais un peu de bénévolat. Bon, j'ai, spoiler alert, pas du tout eu le temps de faire ça cette année avec la tournée et tout. Mais du coup, je name drop Chapitre 2, qui est une association qui aide des jeunes qui sont des mineurs isolés, quoi. Soit des gens qui viennent d'arriver en France, soit qui ont plus de famille, etc. et qui leur font faire plein d'activités et tout. Et j'ai été faire une fois une soirée avec eux, on avait fait de la peinture et c'était trop gaulerie. Mais voilà, une autre idée d'asso dans laquelle vous engagez éventuellement. Ouais. Trop sympa. Trop sympa. Et puis même si vous pouvez pas vous engager régulièrement, tu vois, parce que parfois c'est dur. Enfin, moi je me dis avec mon emploi du temps qui change et tout, bloquer des créneaux, ça devient c'est parfois un peu compliqué. Mais là avec Entourage, en fait, tu peux juste participer à des soirées de temps en temps. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de dire je viens toutes les semaines faire 10 heures de bénévolat. Tu vois, tu peux aussi être participant, quoi. L'avantage du bénévolat, c'est que c'est vraiment selon ton agenda à toi, quoi. Ouais, mais bon, je trouve ça dur aussi pour les assos, tu vois, de pas vraiment t'engager à 200%. Enfin, tu vois, si tu peux pas être je sais pas, peut-être qu'ils ont en fait, plus il y a de bénévoles, moins ils ont besoin d'avoir des gens qui soient là tout le temps, donc vaut mieux. C'est vrai. Moi, j'ai déjà été refusée comme bénévole. C'est fou, non? Non, mais moi aussi. Toi aussi. Oui, c'est la Croix-Rouge. Non, moi, je voulais être au Génépice et tu visites les gens en prison, tu leur fais faire des activités et tout. J'ai été refusée. Il y avait trop de monde déjà qui voulait. Non, je pense j'étais pas qualifiée pour le poste en fait. Elles m'ont demandé, je me rappelle juste qu'elle m'a demandé si un détenu fume un joint devant toi, qu'est-ce que tu fais? Fais tirer. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu, mais ça, j'ai pas été qualifiée. C'est un peu vexant, je crois que c'était la Croix-Rouge et on m'avait dit qu'il y avait trop de monde. Mais oui, mais parce que d'accord. C'est les assos où auxquels tu penses en premier lieu, ouais. Tu connais la Croix-Rouge, tu connais les restos du cœur, tu connais, enfin tu vois. C'était peut-être les restos du cœur, ouais. Les restos aussi, ouais. Assez dur d'y rentrer en vrai pour faire les. J'étais là, bah dis donc, ok, tant pis. Mais oui, mais parce que en fait, c'est ce qu'il disait justement dans Entourage, c'est que à Paris notamment, tu meurs pas de faim. Il y a beaucoup de soupes populaires. En fait, c'est assez la bouffe, c'est pas ce que les gens demandent en premier en fait quand ils sont dans la rue ou quand ils sont en précarité, etc. Mais c'est pas ce qu'ils demandent en premier, ça veut pas dire qu'ils en ont pas besoin du tout, qu'il faut pas y aller, qu'il faut pas le faire. Mais en fait, il y a d'autres manières de s'impliquer et c'est vrai que tout de suite, on pense à ça. Puis voilà, tu penses à faire des maraudes, à distribuer de la bouffe, etc. Mais c'est pas forcément le premier truc. That's nice. Voilà, merci beaucoup à moi-même. Merci à toi, c'était super. Super up. Et qui veut faire un autre up? Comme vous le souhaitez. Tu veux finir Peu importe. Elle veut finir à chaque fois. Non, pas forcément. Part du principe. Pas forcément. Vas-y. Bah moi j'ai une reco littéraire. Ah. Voilà. Alors je vais prendre mes notes parce que ça fait longtemps que ça fait vraiment 1 mois et demi, mais au cas où je dise pas de bêtises. Moi aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak qui est une écrivaine turque. Et je pense franchement pas me tromper en me disant c'est probablement la première fois que je lisais en turc pas en turc une autrice turque en tout cas turque dans le texte. Voilà. Vous savez que j'ai cru que j'allais apprendre le turc à une époque. Ah ouais? Oui. Ouais, j'étais combien de temps? J'ai cru quand même au point d'acheter des dictionnaires et tout, je me rappelle. En plus je m'étais dit si j'achète les dictionnaires je serais obligée et tout. Et parce que je pensais que j'allais vraiment aller vivre à Istanbul et tout, j'y étais allée voir un copain en Erasmus, j'avais trouvé ça formidable. Ah OK. Overachiever. Iki bir, je sais plus. Je sais même plus compter jusqu'à 3. 1, 2, c'est pas mal. C'est bir iki en vrai. Oh là là. La honte. T'es chez Curler, ça veut dire merci. Eh ben. Quand même. Il y a des restes. Ouais, il y a des restes. Attention. Mais tu l'as lu en français donc. J'ai lu totalement en français, oui. J'allais pas me lancer. Ma prof de turc s'appelait Elif. Je me demande. T'as une prof de turc? Ah mais oui, je suis allée en cours et tout. Pardon, Louise. Mais très peu de temps. Mais je me demande même si elle-même écrit pas en anglais, parce que elle est fille d'ambassadrice, elle a vécu dans plein d'endroits différents, etc. Et elle est professeure de lettres, et je crois qu'elle écrit en turc et en anglais. Donc je me demande même si le bouquin a été écrit de base en anglais, je ne sais pas. En tout cas, la cover m'a attiré l'œil. Ça faisait longtemps, je pense que j'avais vu déjà passer le livre. Et pour une fois, une édition française a une belle couverture.
Il y a les livres de Kalindi. Merci. Il y a les livres de Kalindi et peut-être 2 maisons d'édition qui font des efforts. C'est vrai. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment très beau. On dirait, tu sais, un espèce de parchemin où il y a écrit le titre en gros et je sais pas, des petites choses jolies. J'étais là, tiens, c'est beau. Et j'avais l'impression, je crois, d'avoir peut-être déjà entendu parler de ce livre-là au moment de sa sortie dans des chaînes YouTube que je regarde où il y a des gens qui disent ça, c'est pas mal. Donc là, je vais à la médiathèque et je trouve ce livre et je me dis, let's go, allons-y, testons. Donc oui, t'empruntes toujours des livres à la médiathèque. Ah mais bien sûr. Incroyable. Ah mais c'est du génie. C'est mon truc préféré. Moi, je déteste ne pas posséder un livre. Ouais, pareil. Ah ouais. Ah, moi, au contraire. Ah ouais. Je suis là, je sais pas besoin de l'avoir, quoi. Ah ouais, j'aime bien moi, les voir. ma bibliothèque, c'est toute ma life, quoi. Genre, c'est l'entretenir, tu sais, je sais pas, je suis là, c'est ma bibliothèque. J'en suis trop fière. Franchement, je pense les 3/4 des livres que j'ai achetés, je les ai pas lus. Ah oui. Alors que j'en emprunte toutes les 3 semaines à la médiathèque et je suis là, tiens. Et comme j'en emprunte toujours 25, il y en a 20 que je lis pas, quoi. Et là, en l'occurrence, je me suis mise au manga. Ça sera peut-être l'occasion de faire un autre quart d'heure. Mais donc du coup, il y en a plein à la médiathèque à côté de chez moi. Et du coup, j'ai pris au hasard pareil des mangas. Après, mon mec a commencé à s'intéresser aux mangas. Du coup, j'en ai pris un qu'il avait déjà pris. Et là, je suis en train de lire un truc en 8 tomes, bien sûr. Et encore 8 tomes, c'est pas beaucoup. Bref, parenthèse sur les mangas et la médiathèque. Je tombe sur ce bouquin. Je me dis, tiens, ça fait longtemps que je l'ai dans mon rétroviseur quelque part, tu vois, dans ma mémoire. Donc, je le prends. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire de Tequila Leila, qui est une travailleuse du sexe. Et vous l'apprendrez dès la première phrase de ce roman, qui est décédée, assassinée, et qui est dans une poubelle. Voilà, donc encore on une est émission vraiment de qui sur Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on faisait que des up. Le fun, je vous ai dit, c'était bien de faire un quart d'heure entre Camille et moi. Et en fait, l'autrice se base sur une étude que je crois qu'elle avait lue au moment, du coup, d'écrire ce roman, une étude scientifique. Je ne suis pas scientifique et je n'ai pas lu cette étude. Mais apparemment, le cerveau a encore des ondes qui mirmillent là. Les ondes qui mirmillent. Toutes ces petites ondes qui mirmillent. Quoi, les ondes bêta, tout ça là? Non, mais il a encore de l'activité. Il y a encore de l'activité cérébrale une fois Quand t'es que mort. la personne est déclarée morte. Excellent. Pendant 10 minutes et 38 secondes. Ah, la vache. Voyez-vous Mais ça, où le c'est- livre veut en venir. Mais ça, c'est vrai ou c'est le... Ça, c'est vrai. le titre du livre et c'est pour ça que c'est dans le livre, quoi. C'est ça, c'est l'activité cérébrale de la meuf, Tequila Leila, dure 10 minutes et 38 secondes. Je sais pas si c'est exactement ça dans la revue scientifique que la meuf a lu, tu vois. J'ai pas été vérifiée, malheureusement. Mirmi Mag. Myrmiade d'ondes dans le cerveau. Et donc, donc l'autrice lit ça et se dit mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant ce temps où ça continue de s'activer, T'imagines, tu vois. tu te dis, C'est horrible. ah bon, ça y est, je suis morte. T'imagines, Voilà. Moi, tu j'ai t'en rends pensé compte, parce que l'autre moi, fois- le seul truc auquel je me raccroche, c'est que je me rendrais pas compte. Mm. Mais t'imagines, tu t'en rends compte. Oh, j'aurais trop la flemme pendant 10 minutes, c'est long en plus. Et combien de gens se sont réveillés dans leur cercueil? Ouais. J'ai pensé à ça parce que j'ai vu le spectacle de Sarah Silverman post-mortem. Putain, Ah, je le j'aurais regarde. pu vous conseiller ça aussi. Mi-joyeux, mi-triste, parce qu'elle parle de la mort de son père et de sa belle-mère. Sa belle-mère qui, alors je sais pas si c'est une connerie ou si c'est une blague de Sarah Silverman ou si c'est vrai, mais elle dit que sa belle-mère a mis une petite clochette au cas où dans son cercueil. Et j'étais là, putain, mais c'est vrai. Combien se sont réveillés sous terre? Bah ouais. C'est trop flippant Ça de me fait penser penser à ça. à Misfits. Mais c'est un peu un spoiler de la saison 1, mais Misfits, ça date d'il y a 10 ans, donc peut-être Ouais, c'est ok. ça va, on Ou peut à spoiler Kill Bill 2. Misfits. Ah, Kill Bill 2. Kill Bill Ah 2. ouais, je me souviens plus. Ah, elle est enterrée vivante dans Ah, un cercueil, ouais. il faut qu'elle en sorte. Hmm. C'est ma scène préférée. Pourquoi on parlait de ça? Oui, 10 minutes et 38 secondes dans le cerveau qui myrmille. Et donc, en fait, le roman est divisé un peu en 2 parties. Il y a la première partie où c'est les souvenirs de Tequila Leila, du coup, pendant ces 10 minutes. Et donc, chaque minute est un chapitre. Et elle se souvient de trucs de sa vie. Et moi, j'ai adoré cette première partie parce que comme je disais, c'est la première fois que je lis une autrice turque. Donc, j'ai appris plein de trucs. Tout est un peu... il y a des pierres un peu qui te rappellent des événements historiques, etc. Donc, tu sais un peu où elle se place. Il y a plein de choses sur la culture turque, sur des trucs qu'elle mange, où t'es là, oh, ça a l'air trop bon, c'est incroyable. Sur comment elle vit sa vie. Bon, après, je sais pas à quel point c'est genre... réaliste ou pas, je pense qu'il y a forcément un peu des trucs clichés, mais elle vit donc elle est la fille
d'une femme qui est mariée à un homme polyamoureux et enfin polyamoureux, comment on dit? Polygame, voilà. Ouais. Les polyamoureux tout seuls. Le polyamour. C'est ça. La polygamie des woke, finalement. Ah, j'ai tous les mots aujourd'hui. Et donc, en gros, l'histoire, c'est que à la naissance, en gros, on dit que elle est la fille de une des meufs, alors qu'elle est la fille de l'autre, et l'autre devient un peu complètement tarée. Elle a pas une vie fun, je vous le dis d'avance. Si vous y allez pour lire un truc léger et marrant, ça n'est pas le cas. Il y a 158 trigger warnings d'agression sexiste, violence sexiste et sexuelle. Il y a même de l'inceste. Enfin bref, il y a un moment donné d'inceste où j'étais là, je m'attendais pas à ça, ça m'a dégoûté. Bon. Voilà, soyez prêts et prêtes si jamais ça vous dit de lire. Ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que c'est une très belle histoire sur l'amitié et sur comment on crée famille en dehors de sa famille de sang. Donc c'est cette histoire de cette meuf, donc de sa petite enfance à plus grande quand elle arrive à Istanbul. Qu'est-ce qui lui arrive quand elle est à Istanbul? Donc c'est une travailleuse du sexe qui travaille dans un bordel. Tous les persos sont assez attachants, je trouve. Elle est très attachante, mais je trouve que même les gens qu'elle rencontre, la plupart sont attachants. Après, il y en a qui sont forcément des gros cons. Et donc, comme le livre commence sur sa mort, la deuxième partie, ça va être plus genre comment est-ce que ses amis, sa famille de cœur, tous les gens qu'elle a rencontrés dans sa vie depuis qu'elle est en âge d'être partie de chez elle, quoi, vont essayer de rendre hommage à cette femme. Et en fait, en l'occurrence, en Turquie, à l'époque où elle écrit le livre, Elif Shafak, en tout cas à l'époque où ça se passe dans le livre, il y a un cimetière des gens marginalisés, quoi, on va dire, des gens qui n'ont pas forcément de famille qui vont demander leur corps, etc. Et on peut dire simplement que c'est une énorme fosse commune, quoi. Mais il y a quand même un truc dans le cimetière, il y a des pierres tombales, mais c'est des bouts de bois, enfin, c'est juste histoire de dire que, voilà. Et donc, c'est un peu, la deuxième partie, c'est plus une aventure de comment ses amis vont essayer d'aller récupérer son corps et lui faire un enterrement digne de ce nom, etc. Et franchement, j'ai trop kiffé ce roman. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de personnages hyper différents. Je crois que Elif Shafak, elle aime beaucoup écrire sur les personnages marginalisés par la société. J'ai trouvé qu'il y avait moi j'ai appris plein de trucs sur la Turquie en fait et sur les événements historiques et il y a toute une partie où le perso principal sort avec un gars qui est socialiste et à l'époque c'était pas le fun d'être contre le gouvernement. Et il y a notamment, je crois que c'est... Attendez, je crois que j'ai noté la date pour pas dire de bêtises. Oui, voilà. En 77, à Istanbul, il y a une manifestation des syndicats de gauche et ils arrivent sur une place assez importante. Et c'est vraiment genre une manifestation pas pacifiste, je pense, parce que c'est des syndicats révolutionnaires, mais en tout cas... grosse manifestation et il y a des gars qui ont simplement tiré au sniper sur la foule. Fun. Et donc ça, c'est dans le livre, quoi. Ça fait partie de la vie des personnages, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper bien d'en apprendre plus sur comment ça se passait politiquement en 77, par exemple, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et comment ça a impacté derrière les persos dans le livre, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment assez... moi, j'ai eu l'impression d'être plus smart à la fin de ce livre, quoi, d'avoir appris des trucs et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et de manière générale, j'ai trouvé les personnages vraiment... Il y en a quelques-uns qui sont un peu clichés, où je me suis dit genre, peut-être il n'y a pas assez de fond et du coup je suis un peu trop en surface sur certains. Mais il y en a d'autres vraiment que j'ai trouvé hyper attachants, que, enfin, je sais pas, ils ont vraiment ce côté de réfléchir à comment être ensemble et comment se créer, ouais, c'est ça, c'est vraiment se créer une seconde famille et trouver un espace aimant en dehors de des traumas que t'as pu vivre. Et en l'occurrence, Tequila, elle est là, donc comme je vous l'ai dit depuis le début, a une vie pas simple, a vécu pas mal de trucs vraiment ardos. Et voilà, j'ai trouvé ça très bien. Je sais pas si ça fait un quart d'heure. Mais c'est un peu ma reco de lecture là dernièrement. Mais du coup, tu le conseilles pour le lire cet été ou vaut mieux attendre l'automne qu'on soit vraiment déprimé? non, je pense justement au contraire. Puis en vrai, moi j'ai pas trouvé que c'était déprimant. Ouais, c'est juste dur. Il lui arrive des trucs pas faciles. J'avais lu un autre livre, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans 4 quarts d'heure, je pense, A Little Life.
qui est un roman, c'est un pavasse. Les personnages ne font que avoir des trucs horribles. Des genre, c'est horrible sur horrible sur horrible. J'ai pleuré tellement de fois dans ce roman. C'est pas celui horrible dont tu nous avais parlé dans Laisse-moi kiffer? Ah, si, peut-être dans Laisse-moi kiffer, oui, j'en avais parlé. Ouais, ça, je me rappelle. Au moment où je le lisais, ça m'avait détruit. Enfin, genre, vraiment, tous les gens qui en parlent, ils disent, ça m'a détruit. Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit, c'est un peu du torture porn, tu vois, genre, les persos, enfin, bon. Et c'est vrai qu'avec le recul, je suis là, je sais pas. T'imagines, t'es l'auteur de ce bouquin et tout le monde te dit, tu m'as détruit. Genre, t'as détruit tellement de gens en même temps. Grave. Mais, donc, tu vois, c'est pas un truc comme ça où j'ai pleuré de fou et tout. Au contraire, je trouve que notamment la première partie, elle est quand même pleine de souvenirs et elle est pleine de sororité aussi parce qu'elle rencontre plein de persos qui sont des meufs et comment est-ce qu'elles s'entraident ensemble et bah ouais aussi quelle est la condition des femmes en Turquie à cette époque-là parce que du coup tu traverses un peu les époques. Après bon encore une fois c'est pas un roman qui dicte comment les femmes sont traitées dans un pays tu vois mais juste c'est intéressant je trouve d'avoir aussi ce point de vue-là. Le contexte. Et Istanbul est une grande partie aussi du livre, quoi. Elle en parle. Tu sens que l'autrice, elle en parle parce qu'elle aime trop cette ville, quoi. Et donc, la manière dont elle décrit la ville, ça donne envie d'y aller. Et voilà. Bah ouais, je vous conseille. Tu moi, conseilles, je voulais y vivre personnellement. Moi, je suis Istambouliote à 50%. Istambouliote. Non, mais c'est vraiment trop beau. Istambouliote. Non, Stambouliote. C'est vraiment très très beau parce que c'est sur 2 rives en fait. C'est une petite brouillade. C'est mi-Europe, Pardon. Non, ce qui est beau, c'est que c'est sur 2 rives et que voilà, du coup, tu te déplaces en bateau comme si c'était des bus et voilà, les lumières sont très belles. Je suis jamais allée en Turquie. Et c'est une ville où on prend extrêmement soin des animaux. Des animaux, oui, on m'a dit. Et ça, c'est formidable que t'as plein de gens qui peuvent mettre, quand tu consignes notamment le verre, je crois que tu peux avoir des portions de croquettes pour les chiens errants et tout. C'est vraiment ça, c'est ton endroit. Ouais, c'est vraiment un endroit qui prend vachement soin des bêtes dans la rue, quoi. Ouais, bah c'est intéressant parce que du coup, voilà, à travers les époques, tu vois aussi les évolutions. Il y a un moment donné, ils ont créé un pont justement, je crois, entre les 2 rives. On est d'accord, ouais. Et j'ai eu un moment de, attends, j'ai un doute. Et donc, ça change aussi beaucoup de choses pour les gens qui habitent à Istanbul. Pour faire les courses. Voilà. Ouais, pour faire les courses, notamment, bien sûr. Exactement pour ça. Et du coup, ça m'a amené à lire un autre livre. Et attendez, je veux pas écorcher le nom de l'auteur. J'arrive. Ah, je l'ai bien sûr pas noté. Je suis une énorme conne. C'est Kalindi Rampur. Rampur. Kokinka Rampur. Kokinka Rampur. Les gens sont abusés quand même. Et donc ça m'amène à une deuxième reco parce que j'ai lu depuis une BD qui s'appelle Journal inquiet d'Istanbul et j'ai lu la première partie. Là il y a la deuxième partie qui vient de sortir il me semble. C'est un auteur qui s'appelle Ersin Karabulut et probablement que je prononce très mal. Mais ça je peux te le prononcer si tu l'as écrit. Ah vas-y. Oui. Bah oui, il faut que je les écris. Bah attends, ça me sert qu'à ça. Ersin Karabulut. Ersin Karabulut, c'est ça. Voilà. Ça s'écrit comme ça, prononce. Mais s'il y avait eu des traits sur les U, c'était Bulut. Oui, finalement. Je le vois. Et lui, il est auteur de plutôt dans la presse écrite, un peu comic strip et compagnie. Et il raconte pareil, lui, c'est du coup un journal de sa vie perso, quoi. Il raconte un peu son enfance, dans comment il a grandi. Lui, je crois qu'il est pareil, il a dû naître il est né dans les années 70, je crois. Et du coup, il raconte un peu l'évolution politique d'Istanbul et notamment la montée 1, 2, 3 au pouvoir de Erdogan. Et Erdogan. Ah Erdogan. Là, ça nous sert. C'est un G chapeau à l'envers qui se prononce pas. Ah, Erdogan. Ok, bah voilà, on en savais pas apprend. comment prononcer ça. Et donc lui, il écrit un peu genre son enfance, comment il était fan de dessins, de BD, etc. Et comment il a commencé à faire des dessins, écrire des BD. Et son daron, il était là, je ne crois pas, parce qu'en fait, si tu commences à être un peu sarcastique et tout, tu vas te faire défoncer la gueule. Et en fait, lui, il est là, je vais le faire en soum-soum. Et il commence à aller démarcher des gars. Il va dans les quartiers un peu stylés, bobos de Istanbul. Et lui, il arrive, il est en mode, c'est ça que je veux être plus tard, c'est incroyable. Et à la fin du premier tome, il y a un peu un truc de, si j'avais su ce qui allait nous arriver. Et du coup, là, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Parce que c'est pareil, il y a vraiment un côté politique et qu'est-ce qui s'est passé en Turquie avec la montée au pouvoir de Erdogan. Car maintenant je sais le prononcer. Bravo. Voilà, et donc voilà, c'est très cool. Et je suis très contente. Je vous recommande ces deux. Trop bien la BD. Turquie. Trop ça bien. m'a donné envie d'y aller.
Alors que j'avais jamais pensé. Ouais. Et pour manger, miam miam miam. Non mais c'est vrai, je pense jamais à Istanbul alors que je sais que c'est une super ville. Après en ce moment c'est pas fun hein. Enfin, genre là il y a du coup il y a le maire de Istanbul qui s'est fait arrêter par Erdogan. Maintenant, je le prononce correctement. Et juste parce que c'est son principal opposant politique. Voilà. Ah oui, il y a eu des manifs et tout assez ouf. Il y avait eu un attentat à Taksim, la place principale d'Istanbul, quand j'y étais. Heureusement, j'avais la gueule de bois, j'étais chez moi. Vous voyez comme ça peut sauver de plein de situations. Ah là là, c'est fou. Voilà, j'ai fini mon quart d'heure. Merci beaucoup, Louise, pour ce superbe quart d'heure. Et bravo, nous allons Louise. terminer cette dernière émission de la saison avec le hub de Kalindi. Tu veux des petites choses, hein, des petites choses par-ci, par-ça. Des petites chroniques. Et ça va commencer par un down. Bah voilà. On n'en avait pas eu assez dans cette émission de hub. En fait, j'y ai pensé tout à l'heure. L'autre jour, je vais au resto. Je vais au resto et j'ai très envie de manger des raviolis. Aubergines frites. Non, pas ça. Oui, hier parce que on va manger dans un restaurant un peu sympa et c'est bien. Heureusement que je m'en vais de ce podcast. Je ne sais pas tenir un micro. Et je commande des aubergines frites. Elles arrivent confites. Bref. Mais c'est pas le sujet de mon down. Le sujet de mon down, c'est l'autre jour, je vais bouffer avec ma meilleure amie dans un restaurant de raviolis japonais. Et vraiment, il y a plein de... C'est délicieux, c'est en bouillon, c'est tellement umami. Bon, là, on se régale. Mais problème de ce restaurant, lequel était-il d'après vous? Hors de prix. Non. Bon, vous êtes lent au service. Service de basse qualité? Non, c'est pas ça. La musique. Ah ouais, on n'aurait pas deviné. Était à fond. Genre, fond hip-hop des années 90 et je suis là. C'est un restaurant ou une boîte de nuit? Je ne comprends pas. Tu leur as pas demandé de baisser? Mon down... Non, mais je peux pas. C'est un restaurant, on est hyper nombreux. Comme l'autre jour, je vais bouffer chez Boulogne. Chez Boulogne, c'est fantastique. C'est un restaurant à volonté dans le 18e arrondissement de Paris. Trop bon. Où on mange excellemment. C'est le chef Julien Duboul qui cuisine. C'est formidable. C'est délicieux. Ouais, le problème, c'est que la musique est trop forte. Putain, on est là pour papoter avec ses amis. On n'est pas là pour écouter du hip-hop. Si on voulait écouter du hip-hop, on irait écouter du hip-hop dans un club. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est mon down. C'est très agaçant. Donc, si vous êtes restaurateur, baissez le son de votre musique. C'est quoi cette mode? Voilà. Après, faut quand même, parce que moi, je vais souvent avec des amis dans un resto japonais et en fait il n'y a pas de musique et on est souvent seul. Et ça, trouver un entre-deux. Putain, mais vous êtes 7 heures de mood, oui ou non, quoi. Et au bout d'un moment. 7 heures de mood, oui ou merde. Non, mais il faut de la musique doucement et pas du gros hip-hop quand on mange des raviolis japonais. Quel rapport? Ça n'a aucun sens, il n'y a aucune cohérence. C'est super agaçant, bref. Donc, j'étais là, mettez un fond de jazz pour que les gens puissent papoter, boire du vin en toute amitié, quoi. Donc ça, c'est très agaçant. Voilà, première chose. Ça, c'est tout pour ce qui n'allait pas récemment. Et bon, c'est vrai que c'est l'edge. Aussi, je me suis rendu compte que j'étais un tyran du train, mais c'est un autre sujet parce que vraiment, en fait, je supporte pas qu'on s'assied à côté de moi dans le train. Ça m'insupporte, voilà. Peut-être tu es traumatisé par l'affaire du sandwich aussi. Il y a l'affaire du sandwich qui n'a pas aidé, et puis il y a le fait que je prends le train 8 fois par semaine et que du coup, je supporte plus rien, quoi. Je supporte plus les gens qui parlent, je supporte plus les groupes de jeunes qui parlent fort, je supporte plus les groupes de collégiens qui font leurs devoirs. Je suis là. Est-ce que ça intéresse quelqu'un vos additions? Non, merci. On n'a pas envie de revivre notre époque collège, donc aller dans un wagon spécial pour les collégiens. Oh my god. C'est la ségrégation. Quel enfer. Et voilà. Et puis maintenant, quand les gens se mettent à côté de moi, je souffle et tout. Je suis là. Non, mais le train est vide. Pourquoi vous mettez à côté de ma gueule, putain? Ah non, ça. Ça me rend folle. Est-ce que le train est vraiment belle? Il est pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a les places isolées aussi, hein. Non, mais non. T'as jamais pris un TER qui va à Nogent-le-Rotrou, toi, ça se voit. Non, il y a pas de place isolée, pas du tout. Donc, de toute façon, le TER, c'est de la merde, voilà. Alors là, je trouve que tu vas un peu fort. En France, on a un super système ferroviaire. On relie des villes qui seraient pas reliées d'habitude. Alors bon. Ça nous empêche quand même de prendre la voiture. Je ne suis pas d'accord avec évidemment, ça c'est super. Mais quand l'autre jour, on me demande de payer 80 balles pour aller à Nogent-le-Rotrou qui est à 1h30 dans un train qui pue la merde. 80 balles 80 balles parce que c'était, je sais pas quoi, l'ascension de Méburn, voilà. C'était pas l'ascension, c'était avant. Et résultat, il y a l'inflation des prix du train. Et en fait, pour les pauvres gens comme nous qui veulent juste rentrer chez eux et aller au travail et rentrer chez eux et aller au travail. On est pris en otage! Non, mais ce que je veux dire, c'est les gens qui sont obligés de faire beaucoup d'allers-retours
pour travailler et rentrer chez eux, bah en fait c'est mal pensé parce qu'il y a on devrait avoir une carte qui dit que nous on paye toujours le même tarif parce qu'on habite pas à Paris, tu vois. Bref, il y a des cartes comme ça, non? Il y a la carte Rémi Liberté plus que j'ai. Ton fucking micro STP. La carte Rémi Liberté, c'est de la merde, voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais parler d'un truc positif. La meuf a jeté le concept à la poubelle en entier. C'est vraiment l'épisode. C'est vraiment elle qui a dit on fait que des up. Tout le monde a fait des down. En fait, comme je sais que je m'en vais, je suis là, putain, faut que je dise tous les trucs que je voulais dire avant, genre la SNCF. Il y a aussi tout l'été, hein. Ouais. Non, mais l'été, je vais parler parce que j'ai lu beaucoup de trucs et je voudrais parler de mes lectures. Bref. J'ai tout gardé exprès. Non, mon up, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais en reparler. Ce sont mes ex. Non, c'est pas une connerie. Je suis tellement heureuse d'avoir dans ma vie des hommes formidables parce qu'on leur chie beaucoup dessus autour de cette table, mais parfois il y en a des sympas qui croisent notre route et j'ai envie de leur rendre hommage. J'ai la chance. Et peut-être pas la chance, j'ai peut-être une telle personnalité, tellement sympa. Juste, tu as le mérite, donc, finalement. Oui. Plus que nous. Non, mais vous, c'est un mauvais coup du sort. Et de mauvais choix personnels. Mais moi, c'est de la chance couplée à une très belle personnalité. Et T'es solaire. Tellement solaire. Surtout depuis que je respire par le ventre, quoi, et que j'ai arrêté de parler ici. Tu vois, j'étais remontée, je suis redescendue. Bref. Où j'en suis? Mais les hommes formidables. Les hommes. On est plus que 3 misandres autour de cette table. J'ai la chance, mais j'ai la chance d'avoir, moi, j'en ai déjà parlé dans un 5e quart d'heure. J'ai une première histoire d'amour désastreuse avec un énorme fils de chien, et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un talent de détection des trous du cul, mais qui est très pointu. Ouais, je me suis dit ça hier soir en rentrant chez moi. Je vois une meuf qui parle avec un gars et je sais pas, mais en une seconde, le body language était là. Relation de merde. Elle était, tu sais, contre une barrière et lui était là, il lui parlait très près. Mais ça avait pas l'air violent, mais tu sais, elle était un peu numb, un peu fermée comme ça. Oh là là, j'ai vu en un regard que c'était de la merde. Bah ouais, tu vois, tu finis par détecter des micro trucs qui se passent entre les gens où t'es là, oh là là, quel enfer. Et j'ai eu de la chance pendant des années après ma relation de merde de ne rencontrer, de ne laisser entrer dans ma vie que des gens qui valaient 100% le coup. Et je pense à mon ex Naël que vous avez déjà entendu dans Laisse-moi kiffer et dont j'ai régulièrement parlé. En fait, avec Naël, on est restés très amis. Ça a pris un peu de temps parce que quand on s'est séparés, évidemment que c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Donc pour lui, ça a été plus compliqué de rester en contact avec moi au départ. Et puis, quand on a laissé un petit peu de temps au temps, on a pu vraiment redécouvrir une amitié hyper solide, même si Naël m'exaspère à tellement de moments. Mais j'ai dit, c'est un up. Et non, mais il est tellement bavard, en fait. Il est vraiment bavard. Bon. Et je me suis rappelé... il dessine des très belles couvertures pour tes romans. Voilà, alors j'y viens. Et en fait, quand on était ensemble avec Naël, on s'était toujours dit, on adorerait faire un livre ensemble. J'ai toujours voulu écrire des romans. Il a toujours été illustrateur. Et moi, vous connaissez ma malédiction très connue, est je rencontre un homme, il est au top de sa carrière, 3 semaines après, il n'a plus de travail. C'est ma malédiction personnelle. Et donc, leur malédiction que tu leur as fait. Mais c'est fou parce qu'en plus, moi, je suis tellement ambitieuse à leur place. Mais ils se mettent avec moi, ils sont là. Kalindi sera ma seule ambition. C'est faux. C'est ta personnalité solaire. C'est cet astre autour duquel il tournoie comme ça. Mais non, c'est juste que en fait, après, c'est la vie. La vie qui fait que, je suis là. Et en fait, avec Naël, quand j'ai écrit Les Jours Mauves, j'ai tout de suite demandé à ma maison d'édition si c'était possible que je travaille avec mon ex, qui en plus était un personnage à part entière du roman. Donc c'était logique. Il a fait une première couverture que j'ai adorée, et on s'est dit, bon, même si on s'est un peu pris la tête à certains moments, mais franchement très léger, et on est reparti ensemble pour l'aventure de la couverture de Greta et Marguerite, qui s'est trop bien passée. Et Naël, j'en suis très fière. Je suis très fière de notre relation parce qu'on a vraiment gardé quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement stable. C'est quelqu'un d'hyper fiable qui fera toujours partie de ma famille, et je suis trop contente que après l'amour amoureux et les relations sexuelles tellement intenses des 2 premières années, on ait réussi à construire une vraie relation de fraternité. Genre, moi, c'est mon frère. C'est tellement mon frère que parfois je le vois, je suis là. C'est ton cousin. Ouais, coucher avec ton cousin, c'est un peu moins que... C'est moins pire, c'est vrai.
Tu veux nous avouer un truc? Et Victor Crayon. Touche-moi le crayon. Non, mais pas. Enfin, bon, laissez-moi faire. C'est mon cousin. Et où j'allais? Oui, donc fraternel, hyper fraternel et à tel point que il a rencontré mon conjoint plein de fois. Amaury l'adore, il adore Amaury, bref. Et dans l'équation de mes ex que j'aime profondément, il y a mon ex Guillaume, dont je vais pas donner le nom de famille parce que j'ai donné dans le Floodcast et il m'a dit bref, c'est pénible. Ouais, parce que son nom de famille est marrant par rapport à son métier. Il a un nom de famille qui est proche de sa profession, donc c'est vraiment très gaulerie. Et moi, quand j'ai rencontré Guillaume, c'était mon premier date Tinder. On en parlait dans un épisode avec Lambre, la rasait. Pardon, tu l'as bien dit. J'ai trop peur d'écorcher, ouais. Et j'ai aucun cerveau, j'ai trop bu. Tu l'as rencontré sur Tinder. Et c'était la première personne que j'ai rencontrée sur Tinder. Je me souviens encore du t-shirt qu'il portait sur son profil. C'était un t-shirt kaki avec un petit renard là qu'il avait acheté au Japon. Et en fait, avec Guillaume, l'alchimie est passée, mais en 2 secondes et demie. On a trop rigolé parce que c'est une qualité qu'on sait peu quand on connaît pas Guillaume. Il est super gaulerie, bref. Et on a commencé à rigoler et 2 jours après, il m'a proposé d'aller boire un verre. Donc, c'était mon premier date d'appli. Et c'était la veille de la mort de mon père. Et moi, j'étais au lit avec Guillaume quand ma mère m'a appelé pour me dire ton père est mort. Donc, très vite, avec Guillaume, ça a été une relation intense parce que lui, vu que mon père est mort juste avant le confinement, 2 mois après, donc on s'est confinés. Je me suis confinée avec Guillaume et est né de cet amour, ce qui a commencé comme une relation amoureuse non exclusive. C'était facile d'être pas exclusif vu que c'était le confinement. C'était facile d'être exclusif, tu veux dire? Non, c'était facile de pas l'être. Enfin, on n'était pas exclusif, mais du coup, c'était facile puisqu'on ne pouvait pas baiser ailleurs. Donc, il n'y avait pas de question, en fait. C'était vraiment dans le principe. Et quand Guillaume est le premier et le seul homme à m'avoir quitté. N'importe quoi, mon vieux. Tu t'en mords bien les doigts aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Mais mais il m'a et en fait, vraiment, j'ai connu, tu sais, c'était la première fois que je vivais, genre, on me quitte et j'étais là. Ah, mais les gens, ils chouinaient pas, en fait. Je crois que les gens c'était des chouineurs, tu vois. Genre, quand bon, toi tu les quittais. Non, mais tu sais les gens qui se faisaient larguer, quoi. C'est bon, tu vas t'en remettre, c'est juste un mec, tu vois, on s'en bat les couilles. Vu que j'avais toujours été celle qui partait, donc pour moi ça a toujours été moins difficile. Et là de me faire larguer, j'étais là. Ah d'accord, une brèche s'ouvre. Tu te souviens de l'histoire de l'ampoule? Non. Que tu m'as pleuré dans les bras, tu m'as dit je peux pas changer une ampoule et tout, et je t'avais dit je le ferai avec toi. Parce que mine de rien, moi dans ma vie, on en avait déjà parlé avec Louise, mais je suis passée de je vis chez mes parents à je vis en coloc à je vis qu'avec des hommes. Et j'ai toujours vécu avec des hommes. J'ai vécu 2 ans toute seule, mais en fait il y avait Kevin sur mon canapé, donc c'est encore un homme chez moi, tu vois. Et donc j'ai beaucoup vécu avec des hommes. Et bon voilà. Et de fait, le fait que quelqu'un s'en aille de mon foyer, un foyer que je lui avais ouvert pour qu'il se confine chez moi, j'ai très très mal vécu, mais vraiment très mal vécu, et je m'y attendais pas du tout. Bon, j'avais fait un transfert avec ma mort de mon père sur lui, moi il y avait plein de choses. Aussi, t'étais sûre qu'il était amoureux de toi et lui il t'a dit non. Merci de le rappeler. Non mais il s'est trompé. Non mais c'est évidemment non mais oui, en fait il y avait un truc, c'est que moi j'étais amoureuse de lui et lui n'était pas amoureux de moi, et en fait c'était pour le mieux parce que quand on a abandonné cette affaire d'amour, il a passé quelques mois, on est devenus tellement proches et aujourd'hui c'est vraiment un de mes meilleurs amis, c'est une des personnes que j'appelle le plus. J'étais chez lui à Marseille il y a encore 2 semaines et vraiment c'est ce que on s'est dit l'autre jour au téléphone, j'étais là, je suis tellement heureuse de ce format, c'est tellement chouette de pouvoir se dire qu'il y a une suite à l'amour amoureux, qu'il y a un truc qui devient quasiment, moi vraiment Guillaume et Naël sont des gens qui font partie de ma famille, tu vois, et moi qui ai une toute petite famille, de savoir que je peux faire rentrer dans ma petite famille de mes amis, etc., mes ex, et que je racontais à Alix hier, mais l'autre jour, je fais un événement dans une librairie, et il y a plusieurs de mes amis qui viennent, dont Guillaume, et il y a une copine qui vient et qui flash sur Guillaume, et qui dit à une de mes potes, est-ce que tu pourras demander à Cal si c'est ok pour elle que je demande le numéro à Guillaume, et je dis bah ouais, aucun souci, et j'appelle Guillaume pour savoir s'il veut. Donc j'appelle Guillaume, et je dis ouais, est-ce que t'es intéressé par cette meuf, machin. Il me dit bah je sais pas, je l'ai vu que de profil. Bon bref, peu importe. Et là il me dit oui, moi je veux bien, mais je pourrais pas avant fin juillet parce que là j'ai des travaux. Bon, je lui disais attends, je lui dis je suis encore pas ta secrétaire, mon vieux, je veux bien être une ex hyper cool, mais je peux pas prendre des rencarts à ta place fin juillet. Enfin tu vois, ça n'a pas. Combien de fois t'as essayé de refourguer Guillaume
Mais oui, mais même même avant, j'étais amie avec mon ex Chris, avec qui j'ai vécu une histoire en Allemagne. Quand on s'est séparés, bon, lui, c'est difficile de rester ami parce qu'il vit à Hambourg. Mais on n'a pas de grief, enfin, lui peut-être plus que moi. Mais oui, lui, par exemple, j'ai voulu le caser avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Laura. Et les gens que j'ai aimés, j'ai envie qu'ils trouvent le bonheur. Et comme je sais que mes amis sont des gens super, j'ai envie qu'ils trouvent le bonheur ensemble, tu vois. Ça vient vraiment d'un endroit du cœur où mes amis, c'est tellement toute ma vie, j'ai tellement une toute petite famille, j'apporte tellement de crédit à ma famille que je me suis construite au fur et à mesure des années, et de savoir qu'ils sont là. Et l'autre jour, je faisais la soirée de lancement influenceur de mon bouquin, et il y a Naël et Guillaume qui sont venus. Genre, je suis pas venue avec mon mec, je suis venue avec mes ex. Franchement, on a passé une trop bonne soirée et je les ai vus draguer un peu d'autres meufs devant moi. J'étais là, trop bien, amusez-vous, c'est réciproque, en plus fun. Et je suis trop contente d'avoir eu l'intelligence dans ma vie de ne pas dégager les gens par orgueil. Et eux ont eu l'intelligence de pas me dégager non plus par un orgueil, à cause d'un orgueil mal placé. Et c'est un truc que j'ai vachement appris à Amaury aussi, qui au départ était pas hyper à l'aise avec ce concept de attends, tu vois tout le temps tes ex et parfois tu dors chez eux, bref. Et aujourd'hui, les potes avec mes ex de fou. Et lui, du coup, il a reconnecté avec ses ex, notamment son ex Héloïse, qui est vraiment devenue une super pote à lui, qui me l'a présenté. Et je trouve ça super de se former des plus grandes familles avec des gens qui ont traversé notre vie et dont on veut pas qu'ils s'en aillent. Parce qu'on sait pourquoi on les a aimés à un moment donné de notre vie. Il y a aucune raison que ça soit fini quand le sexe est fini, parce que c'est souvent une question de ça aussi, tu vois. Tu devrais écrire un bouquin là-dessus. Ouais. Non, mais j'ai écrit, tu sais, un bouquin qui raconte ma première histoire d'amour, qui s'appelle Ariane fabrique la nuit, et ma dédicace, c'est à Chris, Naël, Guillaume et Amaury, qui m'ont malgré tout enseigné la patience d'aimer, tu vois. Et en fait, quand je l'ai dit à Guillaume l'autre jour, il était tellement touché. Il m'a dit franchement, je suis trop touchée quoi d'être dans ta dédicace de bouquin, parce que je suis contente de savoir que j'ai contribué à ta belle vie amoureuse. Et même si ça a pas toujours duré des éternités, bah c'est des histoires qui ont énormément compté dans ma vie et dont je suis trop fière. Et je n'ai retiré que de la lumière de ça, et c'est un plaisir de s'être réparé aussi à travers de personnes fabuleuses quoi. Donc voilà, comme dirait Booth, le rappeur. Je sais pas qui c'est, putain. Il y a des fausses relations qui durent, des vraies éphémères comme papillons. J'ai rien compris. C'est beau. T'as compris? Mais je crois que j'ai trop bu hier. Je crois qu'il faut qu'on aille boire un verre au déjeuner pour se remettre à niveau. C'est pile poil la fin de mon up. Voilà. Bah, bravo. Mais bravo. Bravo pour ce up. Bravo pour cette saison de 4 quarts d'heure. Oh là, on peut se féliciter. Bravo. Merci les 4 quarts d'heure. Merci les 4 quarts d'heure de nous avoir écoutés pendant toute cette saison et tout cet épisode. On se retrouve cet été. En attendant, abonnez-vous au 5e quart d'heure. Parlez de ce podcast à tous les gens qui écoutent le podcast. Et on se retrouve dans 898 quarts d'heure. Ciao. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart Cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On sera pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.